Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc avec vous, professeur Mohamed Adardar, professeur donc, au département d'économie et gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Donc je suis chargé donc, du module Relations économiques internationales, qui est un module donc, du semestre 5. Pour les étudiants qui ont choisi l'option économie, la licence donc fondamentale option économie. Donc suite donc à la propagation donc du Covid-19, donc nous allons enrichir le contenu donc du polycopier de la matière relations économiques internationales par une série donc, de vidéoconférences pour expliquer le contenu donc, de ce polycopier et de ce module. Donc, dans cette première séquence, donc, nous allons tenter de présenter deux éléments importants. Le premier, donc, il concerne la présentation donc, du programme donc, global donc de la matière ou du module. Le deuxième, il concerne la présentation donc, du contenu donc, de l'introduction générale de ce module. Donc pour commencer, donc, le programme proposé pour cette matière est composé de 3 axes principaux qui sont détaillés dans 3 chapitres principaux. Donc bien sûr, après une introduction générale que nous allons présenter dans quelques instants, il y a le contenu d'un premier chapitre sur les relations économiques internationales, les fondements théoriques et la mondialisation. C'est-à-dire, dans ce chapitre, nous tenterons de répondre à la question principale, c'est quoi les relations économiques internationales et quels sont les fondements théoriques de cette discipline. Puis nous allons tenter de parler également du rôle de la mondialisation dans les relations donc, de cette mondialisation avec les relations économiques internationales. Dans un chapitre 2, donc, nous allons exposer les relations commerciales internationales. Pourquoi? Tout simplement parce que cette composante des relations commerciales constitue une principale composante donc, des relations économiques internationales. Donc pour ce faire, nous allons présenter dans un premier temps le rôle joué par l'institution GATT, puis nous allons nous intéresser également donc, à l'Organisation mondiale donc, du commerce. Le chapitre 3, donc sur les acteurs majeurs des relations économiques internationales. Donc, en fonction du temps dont on dispose, nous essayerons d'en présenter donc, ces principaux acteurs du commerce interne, des relations économiques internationales, puisqu'on a présenté le GATT dans le chapitre 2 et l'OMC. Donc, il sera question de présenter le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, mais aussi les grandes entreprises, ou ce qu'on appelle les firmes internationales. Donc, dans le chapitre 1, donc, nous tenterons de présenter 3 axes principaux. Donc, le premier axe sur les fondements théoriques donc, des relations économiques internationales. Deuxième axe principal sur la mondialisation, donc la définition de la mondialisation, la définition aussi de la globalisation, puisqu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels on parle beaucoup plus de globalisation plutôt que de mondialisation. Quelle est la différence entre les deux? Les facteurs, donc le concept donc, de la mondialisation et de la globalisation, et puis les étapes dont est passé le phénomène de mondialisation, puis les facteurs qui ont accéléré le processus donc, de mondialisation. Un troisième axe dans ce premier chapitre sur les enjeux
et les conséquences de la mondialisation. Donc, comme vous le savez, la mondialisation est un phénomène qui a vu le jour depuis longtemps et il va avoir un certain nombre de conséquences, à la fois sur les pays en voie de développement, mais aussi sur les pays développés. Donc, quelles seront donc les conséquences et les retombées, que ce soit économiques ou sociales, sur les différents pays donc, du monde. Le chapitre 2, donc il est divisé ou il a un contenu réparti sur deux axes principaux. Donc un premier sur, d'abord l'intitulé du chapitre 2, c'est sur les relations commerciales internationales. Nous l'avons présenté il y a quelques instants, c'est-à-dire le rôle du GATT et de l'OMC. Et le contenu de ce chapitre, il sera divisé en deux. D'abord un premier axe sur l'institution du GATT et l'évolution des relations économiques internationales, comment le GATT a pu jouer un rôle fondamental dans le développement, l'évolution donc des relations économiques internationales. D'abord, dans le développement et l'évolution donc du commerce international, puisqu'il a eu un objectif principal, c'est le développement donc du commerce international, et comment via cet objectif de développement du commerce international, comment le GATT a joué un rôle dans le développement donc, des relations économiques internationales. Le deuxième axe principal, c'est le système. Donc, dans ce premier axe, donc, il sera question de présenter les structures du GATT, le fonctionnement du GATT et les négociations multilatérales. Donc, les structures du GATT, c'est-à-dire un certain nombre d'instances sur lesquelles se basent donc, les responsables du GATT pour gérer le commerce international. Deuxièmement, le fonctionnement donc, du GATT, comment ça marche au sein de l'institution du GATT. Puis, les négociations multilatérales ou les négociations commerciales multilatérales, le mufawadat, le muta'addidat, l'atraf, comment il est choisi comme philosophie et pourquoi il est choisi comme philosophie donc, de travail au sein de l'institution du GATT. Donc le deuxième axe principal, donc il va être axé sur le système multilatéral et l'organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire du commerce international. Donc une présentation, comme nous allons faire une présentation pour le GATT, on va faire la même chose, une présentation de l'OMC et sur le plan historique et sur le plan des missions, mais aussi sur le plan donc, de son organisation. Quelle est la différence entre cette nouvelle institution qui a débuté le 1er janvier 1995 pour remplacer donc l'institution du GATT? Quelles sont ses spécificités? Puis nous allons parler également du multilatéralisme et les négociations commerciales, donc sauf que là, ça ne se fait pas au sein des négociations commerciales multilatérales, mais dans le cadre de ce qu'ils appellent les conférences ministérielles. Puis le multilatéralisme et les règlements de différends, quelles sont les méthodes adoptées par l'OMC pour gérer et pour régler les différends entre les principaux acteurs donc, du commerce international. Puis on va, si le temps le permet, donc essayer de voir l'unilatéralisme des États-Unis et la remise en cause de l'OMC via un certain nombre d'exemples au niveau du commerce international. Donc le chapitre 3 sur les acteurs majeurs des relations économiques internationales, lui aussi divisé en deux, donc les autres institutions internationales, c'est-à-dire en plus de, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce que nous avons vu dans le chapitre 1, on va s'intéresser au Fonds monétaire international comme institution importante dans ce domaine via son rôle dans l'octroi des crédits et via son rôle aussi dans la précision des grandes orientations donc des relations économiques internationales ou de l'économie mondiale tout court. La Banque mondiale également en tant qu'institution créditrice, donc il joue le même rôle que le Fonds monétaire international. Le deuxième axe, c'est sur les firmes multinationales, donc ces grandes entreprises internationales,
Donc le modèle conceptuel des firmes multinationales, les modalités d'expansion externe de ces firmes et les stratégies mondiales des entreprises. Donc généralement, dans les années précédentes, on n'a jamais eu le temps suffisant pour aborder ces questions. On va voir ce qu'on est par rapport au contenu de cette année, mais il y aura probablement le même contenu que les années précédentes. Mais il va y avoir ça comme support pour les étudiants qui voudront développer leurs connaissances ou approfondir le contenu donc, de ce module des relations économiques internationales. Donc pour commencer, nous allons commencer par une introduction générale. Dans cette introduction générale, nous allons tenter en premier de donner la définition donc des relations économiques internationales. C'est quoi les relations économiques internationales en tant que discipline? Donc les relations économiques internationales est une discipline qui est en réalité une subbranche des relations internationales. Donc les relations internationales, en tant que grande discipline, il a plusieurs facettes. Donc ces relations internationales, ils peuvent s'intéresser aux relations diplomatiques, comme ils peuvent s'intéresser aux relations stratégiques et militaires, comme ils peuvent s'intéresser aux relations économiques, comme ils peuvent s'intéresser à différents aspects de ces relations internationales, c'est-à-dire ce qui lie les différents pays du monde. Donc, dans cette optique, on constate que les relations économiques, c'est une branche ou sous-branche des relations internationales. العلاقات الاقتصادية الدولية هي فرع من فروع العلاقات الدولية. Donc, comme l'indique l'intitulé, c'est-à-dire les relations économiques internationales, cette discipline a comme objet d'étude les relations économiques entre les États. Donc, les aspects économiques, المظاهر الاقتصادية للعلاقات الدولية بين الدول. Enfin, بين الدول, entre les États. Mais ça peut être entre les États, ça peut être entre des groupes économiques. On peut parler de l'Union européenne avec les pays du Golfe ou les pays du Maghreb avec les pays de l'Union européenne. Donc, entre deux parties, ce n'est pas spécifiquement entre deux pays, Maroc-France ou Maroc-États-Unis, mais en gros entre les pays, mais ça peut être entre deux entités ou deux groupes de pays différents. Donc le système actuel des relations économiques internationales est contesté par les gouvernements à cause de son incapacité à prévenir et à maîtriser les crises, qu'elles soient économiques ou autres. Si on dispose d'institutions à caractère économique au niveau international, ils doivent être, en priori, capables d'alerter ces gouvernements, d'alerter les responsables étatiques pour prendre les mesures nécessaires. Donc, là, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il y a cette contestation par les gouvernements à cause des relations économiques internationales, à cause de leur incapacité, l'incapacité des relations économiques internationales à prévoir et à maîtriser les crises. On a récemment un certain nombre d'exemples. C'est l'exemple de la crise asiatique des années 2000 et la crise financière de 2008-2009, mais on peut également parler actuellement de la crise économique de 2020 qui est en étroite relation avec le Covid-19, donc la pandémie donc, du coronavirus. Pourquoi? Donc les institutions internationales n'ont pas sonné ou tiré la sonnette d'alarme avant pour que les pays prennent les mesures nécessaires au moins pour minimiser
les effets et les conséquences donc de cette crise sanitaire qui a eu des retombées économiques au jour d'aujourd'hui. Mais il est également, c'est-à-dire les relations économiques internationales, en tant que branche, elle est contestée par ou de la part de l'opinion publique internationale. هناك انتقادات تتوجه للعلاقات الاقتصادية الدولية حتى من طرف الرأي العام الدولي. Donc il est contesté également d'une part de l'opinion publique internationale à cause de la représentativité et la légitimité des organisations internationales, notamment les organisations financières internationales dont j'ai parlé au début de cette séance, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc parce que ces deux institutions ont un rôle important dans ces relations économiques ou dans la nature des relations économiques internationales. Donc à cela s'ajoutent les conséquences de la globalisation économique. On a déjà un système de relations économiques internationales qui est très complexe, auquel s'est ajouté ce phénomène ou qui s'est développé au sein de ce phénomène de mondialisation et de globalisation économique et les crises successives qu'a connues donc ce système économique. Tout cela a mis le système actuel donc des relations économiques internationales sous les projecteurs et sous les feux donc de l'actualité de façon générale. Donc, pourquoi, on se pose la question, pourquoi les relations économiques internationales tout court? Donc, pour répondre à cette question, j'ai choisi un passage d'un livre intitulé Relations économiques internationales, donc dans lequel Jean-Marc Sirouen a écrit « Le monde est segmenté en territoires supposés recouvrir des unités économiques, politiques et géographiques cohérentes. » Le monde est segmenté. العالم مقسم إلى وحدات إلى مجموعة من الترابات. تراب, territoire. Le monde est segmenté en territoires supposés recouvrir des unités économiques, politiques, géographiques cohérentes. Donc c'est à l'intérieur d'un territoire, في إطار تراب وطني لدولة معينة أو لمجموعة دول، إنما نتحدث عن التراب الوطني الفرنسي, le territoire français ou le territoire de l'Union européenne. Donc c'est à l'intérieur d'un territoire bien délimité que la monnaie a un cours légal, que les impôts sont levés, que les réglementations sont respectées, que les marchés sont régulés, que les droits de propriété sont défendus. Mais les frontières ne sont pas perméables. Pardon, mais les frontières sont perméables. Les biens s'échangent, les capitaux circulent, les touristes voyagent, les populations migrent. Donc on a un territoire à l'international, donc il y a plusieurs territoires. Donc les politiques des gouvernements, donc des États, s'appliquent à l'intérieur de, chaque État applique sa politique à l'intérieur de ce territoire, c'est-à-dire dans les limites, dans les frontières ou à l'intérieur des frontières du pays en question. C'est pour ça l'auteur, il dit, c'est à l'intérieur de ce territoire que la monnaie nationale a un cours légal. عندها واحد القيمة, واحد la valeur. Donc on parle de la bourse de Casablanca, la bourse de Paris, la bourse de Tokyo, la bourse de ceci, la bourse de cela. Puis que les impôts, le pays, ce pays-là, il collecte les impôts à l'intérieur de son territoire. Que les réglementations sont respectées. القوانين تحترم داخل هاد الحدود ديال هاد البلد تتعلق الأمر بفرنسا. C'est à l'intérieur du territoire français, S'il s'agit
de loi européenne, c'est à l'intérieur donc de l'Union européenne. Que les marchés sont régulés, que les droits de propriété sont défendus. Donc là, on est dans une logique de territoire national, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que les frontières ne sont pas imperméables, elles sont perméables. Il y a des flux qui traversent les frontières. Ces flux qui traversent les frontières sont généralement ce qu'on appelle donc la mobilité des biens. Quand on dit la mobilité des biens, c'est tous les aspects donc du commerce international. Tabadul, c'est là. Il y a la mobilité des capitaux. Puis il y a la mobilité des hommes. Donc quand on parle mobilité des biens, mobilité des capitaux, mobilité des hommes, donc les capitaux donc, qui migrent, qui se déplacent d'un pays à un autre, la mobilité des hommes, donc des hommes avec un grand H, hommes et femmes, qui traversent les frontières pour différents objectifs. Il y a des touristes qui partent pour la détente et pour le voyage. Il y a des main-d'œuvre qui traversent les frontières à la recherche du travail. Il y a toutes sortes, il y a les investisseurs, il y a toutes sortes donc d'hommes qui traversent donc les frontières. Donc, on est là, c'est pour ça l'auteur écrit, les frontières sont perméables, nafida. ماشي غير نافذة، نافذة يعني تسمح بمرور هذه الأشياء. Les frontières sont perméables, les biens s'échangent, c'est une mobilité des biens, les capitaux circulent, la mobilité des capitaux, et les touristes voyagent et les populations migrent pour différentes raisons. Donc ce passage du livre écrit par Jean-Marc Sirouane nous donne une idée sur qu'est-ce que c'est que les relations économiques internationales, ou pourquoi, plutôt pourquoi les relations économiques internationales. Parce qu'il faut qu'il y ait une discipline qui va s'occuper de la gestion de ces éléments qui sont mobiles, qui rentrent et qui sortent via les frontières donc, des pays en question. Donc la discipline ou la branche des relations économiques internationales n'a de pertinence que pour analyser des relations entre les nations. العلاقات بين الدول أو بين الأمم. La discipline des relations économiques internationales n'a de pertinence que pour analyser les relations entre les nations et plus exactement entre les États-nations. العلاقات بين الدول الأمم. Je ne veux pas entrer dans les détails relatifs à la naissance des États-nations en Europe et tout cela, donc il faut que vous fassiez un peu d'effort en ce qui concerne la définition de l'État-nation et ou la naissance des États-nations. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que c'est la discipline qui étudie les interdépendances. هو التخصص أو فرع العلاقات الدولية الذي يهتم بدراسة هذه التقاطعات بين الدول, les interdépendances entre les nations. Donc la discipline des relations économiques internationales repose sur les postulats suivants. D'abord, l'État-nation défini comme identification d'un État et d'un gouvernement à une nation. La nation marocaine et le gouvernement marocain qui sont identifiés à un territoire qui est le territoire marocain. Torab al-Watani al-Maghribi. Donc, l'État-nation défini comme identification d'un État et d'un gouvernement à une nation, là, quand on parle de
la majeure partie des pays du monde. Mais dans un territoire, on peut trouver un groupement fédéral de différentes nations par rapport à un territoire particulier. On parle là du système fédéral, Nidam fédérali. Les États-Unis, on parle des États-Unis d'Amérique. On parle au Canada la même chose. Donc il y a plusieurs États à l'intérieur de l'État global fédéral. Donc l'État-nation est un cadre d'analyse pertinent. Donc c'est-à-dire, quand on parle des relations économiques internationales, on parle de cette interdépendance ou de l'étude des interdépendances entre les États-nations. Donc les États-nations poursuivent des objectifs qui peuvent parfois être différents. Il peut y avoir un certain nombre d'États qui ont des objectifs communs, mais il peut y avoir des États qui vont avoir des objectifs qui sont différents. Ils n'ont pas le même centre d'intérêt. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, d'où la possibilité de situations de conflit. Donc les relations économiques internationales, elles sont là pour éviter ce genre de conflits qui peuvent avoir des conséquences dangereuses sur l'avenir des pays en question. Donc les États-nations poursuivent des objectifs qui peuvent parfois être différents, mais ces objectifs, ils peuvent aussi être complémentaires, voire contradictoires. Lorsque les objectifs sont complémentaires, là, on peut aller vers des unions douanières, comme c'est le cas de l'Union européenne. On a un objectif donc de l'unité économique de l'Europe occidentale au départ, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas entrer dans cette science. Donc tous les pays contribuent, chacun à sa façon, pour atteindre cet objectif ultime, qui est celui de l'union donc des pays de l'Europe occidentale. D'où le passage donc de la CE à l'Union européenne et toute l'évolution qu'a connue l'Europe depuis le traité de Rome en 1957 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais, donc là, on a une complémentarité entre les pays de l'Europe. Mais il peut y avoir des objectifs qui sont contradictoires entre les États. Quand ils sont contradictoires, il y a des possibilités à ce qu'il y ait donc des conflits donc, qu'il faut gérer pour éviter donc, des situations de crise. Donc l'étude des relations économiques internationales prend donc en compte les situations non coopératives entendues comme la poursuite par les États d'intérêt propres. Quand on a des intérêts communs, il n'y a pas de problème. Tout le monde essaye d'aller vers cet objectif commun. Mais lorsque certains États donnent plus d'importance aux intérêts propres, donc là, on est dans une situation qui peut nous donner des situations donc, de conflit, donc de différents. Donc l'étude ou les États, l'étude des relations économiques internationales prend donc en compte les situations non coopératives lorsque les pays ne sont pas prêts à coopérer. Quand est-ce qu'ils ne sont pas prêts à coopérer? Quand il y a des intérêts propres, pas des intérêts communs. Donc possibilité donc, de conflit, comme la poursuite par les États d'intérêt propre. Les États-nations, douel ou même, cohabitent, la cohabitation, ta'ayush, et les sources de conflit sont nombreuses parce que les États n'ont pas les mêmes ressources et ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Quand on n'a pas les mêmes ressources, donc les États tentent
de mettre en place des stratégies d'ordre économique, diplomatique, voire même militaire, pour se procurer cette ressource, ce produit, c'est bien en question. Donc j'ai souvent donné aux étudiants dans les années précédentes l'opération qui a été menée en Irak par les pays occidentaux pour enlever le système donc, de Saddam Hussein et pour mettre la main sur les sources du pétrole dans ce pays qui dispose des gisements ou d'un des gisements les plus importants dans cette région. Donc, l'opération s'appelait Operation of Iraq Liberation. العملية من أجل تحرير العراق. Donc هاد là شفنا le sigle اللي كتعطينا le mot ou l'expression en anglais Operation of Iraq Liberation العملية من أجل تحرير العراق غادي نلقاو بأن المعنى ديالها وين هو بالإنجليزية البترول. Pourquoi je donne cet exemple? Tout simplement parce que je suis en train d'expliquer que les pays au niveau international, les États, n'ont pas les mêmes ressources. Donc ils vont mettre en place des stratégies pour se procurer ce produit dont ils ne disposent pas. Et là, c'est un produit important pour le commerce international, pour l'économie mondiale plutôt, pardon, qui est le pétrole. Donc, les pays occidentaux, donc dirigés par les États-Unis, n'ont pas hésité à faire des interventions militaires pour garantir donc l'approvisionnement en cette ressource économique très importante. Cependant, donc les interdépendances qui existent entre les États ne signifient pas en soi le conflit. Ce n'est pas toujours des relations conflictuelles. Il peut y avoir des relations de coopération, comme je l'ai cité il y a quelques instants. Le conflit, puisqu'il implique que les pays tirent avantage de la coopération et des échanges entre eux. On ne va pas automatiquement vers l'international uniquement dans des situations de conflit. Non. Où les États vont vers l'international, vont l'élaboration de relations économiques internationales pour profiter des relations économiques internationales. C'est pour cela l'interdépendance ne signifie pas en soi le conflit, puisqu'il implique que les pays tirent avantage de la coopération et des échanges entre eux. Mais il constitue en même temps une source de rivalité, une source de concurrence. Donc, les pays vont vers l'international parce qu'il le faut, parce que les pays ne disposent pas de toutes les ressources dont ils ont besoin. Donc, on y va. On va vers les relations économiques internationales, vers la collaboration, vers la coopération, pour bénéficier donc de ces relations économiques internationales. Mais parfois, on y va en ayant cette possibilité qu'on va vers un terrain où il y a une rivalité et une concurrence. Donc l'auteur que j'ai cité tout à l'heure et à qui j'ai emprunté le passage que j'ai lu il y a quelques instants, c'est-à-dire Jean-Marc Sirouin, écrit, selon lui, le système actuel des relations économiques internationales trouve son origine dans l'expérience dramatique des années 30. Pourquoi l'expérience dramatique des années 30? Tout simplement parce que les années 30, c'est quoi? C'est ce que les économistes ou les historiens ou les économistes historiens appellent la période de l'entre-deux-guerres. Marhalat ma bayn al-harbayn.
c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les années 30, Sanawat Taliatinat, constituent, selon cet auteur, une véritable origine des relations économiques internationales, mais les relations économiques internationales actuelles. Ça ne veut pas dire que l'origine et la naissance des relations économiques internationales remontent aux années 30, non. Ça veut dire qu'il y a un historique, une histoire des relations économiques internationales, mais pour l'auteur, c'est l'expérience dramatique des années 30 qui a donné, qui est à l'origine du système actuel des relations économiques internationales. Donc, selon l'auteur, les pays étaient entrés dans un égoïsme sacré, un aniya mofreta. Donc, pourquoi? Parce qu'on est sorti de la Première Guerre mondiale, donc chacun veut bénéficier de la période de l'après-guerre. Quand je dis l'après-guerre, l'après-Première Guerre mondiale. Donc, cette volonté de bénéficier de la situation de l'après-guerre a donné des situations de conflit. Donc, chacun veut prendre la part la plus grande donc, de cette période de l'après-guerre. Donc, des tentatives, qu'est-ce qu'on veut dire par un égoïsme sacré? Les économistes l'expliquent par les tentatives d'exportation de chômage à travers la hausse des tarifs douaniers. Qu'est-ce que ça veut dire l'exportation de chômage? Les étudiants ont toujours du mal à comprendre ce qu'on veut dire par l'exportation de chômage. C'est tout simplement la mise en place d'une politique à l'intérieur de l'État, d'une politique protectionniste, siyasa himaïya. Donc cette politique protectionniste qui se base sur les droits de douane, al-huquq al-jumrukiya. Donc je veux vous empêcher d'exporter vers moi en augmentant les droits de douane. Quand j'augmente les droits de douane, tu ne peux plus exporter vers moi, donc tu perds la création des postes d'emploi. Et quand tu perds la création des postes d'emploi à l'intérieur du territoire de ton État, donc tu as comme résultat la propagation du chômage. Donc c'est ce qu'on appelle l'exportation du chômage, c'est cette politique protectionniste basée sur l'augmentation des droits de douane. Donc qui favorise la monnaie du totalitarisme et la guerre. Et c'est ce qu'il y a, c'est ce comportement, entre autres, de la période des années 30, caractérisé par un égoïsme sacré, caractérisé par cette politique d'exportation de chômage, caractérisée par des politiques qui se basent sur l'augmentation des droits de douane, donc de moins en moins de coopération, ce qui a donné des conflits qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale, que tout le monde connaît, donc ses effets sur l'homme avec un grand H et sur l'économie de façon générale. Donc ça c'est l'auteur Jean-Marc Sirouen parle du système actuel. Mais pour lui, pour un autre auteur qui est Jean-Louis Micheli, qui est aussi fondateur, qui est aussi économiste historien, qui a aussi écrit un livre sur les relations économiques internationales, pour eux, ils estiment que le Big Bang de l'économie mondiale remonte à 1492. Et il nous explique pourquoi. C'est ce boom donc, de l'économie mondiale à cette fin du XVe siècle. C'est parce que pour lui, c'est l'année de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. اكتشاف الأمريكيتين الشمالية واللاتينية والجنوبية. C'est aussi, il parle de 1498, 1498, qui, selon lui, c'est l'année où Vasco da Gama va boucler son tour du continent africain en passant par le sud du continent africain pour rejoindre l'Asie.
Donc deux événements importants durant la fin du XVe siècle, c'est-à-dire 1492, la découverte des Amériques par Christophe Colomb, et 1498, l'année où Vasco da Gama va trouver une autre route vers les Indes et vers l'Asie, en passant par le sud du continent africain. Deux événements pour lui, pour lesquels, ou qui ont joué un rôle majeur dans le Big Bang, donc de l'économie mondiale durant cette période historique. Donc, selon ces chercheurs, cet exploit a mis fin au monopole vénitien et arabe du commerce des épices. إذا اكتشاف الطريق التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا. ماذا كانت العواقب ديالو الاقتصادية؟ هو التأثير السلبي على طريق العربية التي تمر التجارة العربية التي تمر عبر فينيز في الإيطالي واللي كتربط بين أوروبا والشرق الأدنى وآسيا. Selon ces chercheurs, c'est-à-dire quels chercheurs? Les économistes historiens qui s'intéressent au côté historique ou aux explications historiques donc des phénomènes économiques mondiaux. Des phénomènes économiques mondiaux, pardon. Donc cet exploit donc, de Vasco da Gama va mettre fin au monopole de Venise. Et il va mettre fin au commerce arabe, Tijara al-Arabiya, les tawabil, les épices. En revanche, les économistes s'accordent pour dire que la véritable mondialisation de l'économie mondiale débute au XIXe siècle. Et en 1913, début du XXe siècle, l'économie mondiale paraît déjà fortement intégrée avec une forte ouverture des économies les unes envers les autres. Donc si je veux récapituler cette historique ou cette évolution historique donc des relations économiques internationales, donc de l'économie mondiale, donc il y a ceux qui parlent de l'importance de 1492 et 1498, les deux années dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y en a d'autres historiens qui parlent du 19e siècle, c'est-à-dire 1800. Il y en a ceux qui parlent de l'importance du début du XXe siècle, donc une véritable mondialisation de l'économie, une véritable explosion de l'économie mondiale au début du XXe siècle, en 1913, mais cette explosion trouve ses racines dans les développements qui ont eu lieu durant le XIXe siècle. Donc, de 1830 à 1913, c'est-à-dire moins d'un siècle, le volume des échanges mondiaux est multiplié sur 20. C'est énorme. في أقل من قرن من الزمان، يعني بين 1830 و 1913 بين 75 ولا 78 سنة، le volume حجم المبادلات il est multiplié sur 20 au lieu de 3 dans le siècle précédent. Donc, c'était la raison pour laquelle ces économistes historiens disent que l'explosion de l'économie mondiale et les remontées donc des relations économiques internationales, il s'est faite durant le 19e siècle. Donc en 1913, ce commerce représente 33% de la production mondiale.
alors qu'ils n'ont représenté que 3 en 1800. Donc quand on parle de la production mondiale, حجم الإنتاج العالمي تنذكروا على المساهمات الفلاحة، المساهمات الصناعة، المساهمات كذا، ولكن المساهمات التجارة الدولية، le commerce mondial. Vous imaginez, en 1913, le début du XXe siècle, pardon, la contribution المساهمات التجارة الدولية في الإنتاج العالمي، la contribution du commerce mondial dans la production mondiale totale représente 33%. C'est-à-dire le 1/3 de la richesse qui a été produite au niveau mondial, c'est le résultat donc du développement du commerce international. Ce qui est énorme, alors qu'un siècle en arrière, en 1800, le commerce mondial ne représente que 3% de la production mondiale. Tout cela explique quoi? Tout cela nous explique l'ampleur qui est prise par le commerce international et pour l'économie mondiale, principalement par le commerce international, donc les relations commerciales internationales. Donc pour conclure cette introduction, l'étude des relations économiques internationales a pour objet d'identifier les situations de convergence, d'isoler les sources de conflits et d'envisager les réponses les plus pacifiques et les plus efficaces. On cherche à trouver des solutions aux conflits qui peuvent exister au niveau donc de ce commerce international ou de cette économie mondiale de façon générale. Donc pour étudier cette matière, cette discipline, dans l'axe du temps dont on dispose, nous allons étudier 3 axes principaux, chacun d'entre eux dans un chapitre, comme je l'ai présenté au début de cette séance, un chapitre sur les fondements théoriques des relations économiques internationales, un deuxième chapitre sur les relations commerciales internationales et un troisième chapitre sur les acteurs majeurs des relations économiques internationales. Donc on s'arrête sur ce point. Merci de votre attention et à la séquence prochaine.